Quand j'ai reçu Abdelmalik, il m'a parlé du fait qu'un artiste, c'est quelqu'un qui utilisait son art pour avoir un impact. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, d'une artiviste qui est Diariata Ndiaye, qui est une personne qui a créé Appel, qui a créé Résonante, et qui en fait parle des violences sexuelles à des adolescents, à des personnes au collège, au lycée. Et on va parler de deux sujets qui sont essentiels, je crois. Les violences physiques, les violences verbales, l'inceste. Tous ces sujets dont on parle peu, pas assez, et qui pour moi sont essentiels. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Diata. Salut. Tu vas bien ? Bah ça va et toi ? Ça va, super. Écoute, je parle souvent de sexualité sur ce podcast. Je parle régulièrement de sexualité sur ce podcast. Et là, on va parler d'un sujet qui est un peu différent puisqu'on va parler d'adolescents et de sexualité. C'est quoi la chose qui t'a le plus choqué dans tout ce que tu as pu entendre ? Et après, tu nous expliqueras ce que tu fais. Mais je suis intéressé pour savoir qu'est-ce qui t'a peut-être pas le plus choqué, mais le plus marqué. Alors, il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. C'est une jeune fille qui me dit « Mon corps appartient à mes parents jusqu'à ce que je sois majeure ». Et en gros, cette phrase, elle veut tout dire. Ça sous-entend plein de choses, en fait. Et cette phrase-là, elle en était convaincue. Et elle l'a sortie comme ça en disant « Mais moi, mon corps appartient à mes parents jusqu'à ce que je sois majeure ». Et donc, ça donne un peu le ton, quoi. Ouais. Comment tu t'es intéressée à ce sujet ? Pourquoi ? Alors, comment je me suis intéressée à ce sujet ? Alors maintenant, avec le recul, tu vois, je peux analyser un petit peu comment j'en suis venue à travailler sur ces sujets. Je pense que... Alors moi, j'ai été concernée par les violences quand j'étais plus jeune, mais je m'en rendais pas spécialement compte de la gravité. Et puis c'est surtout, je savais pas que des solutions existaient. Et j'ai eu la chance d'avoir une certaine forme de résilience et d'avoir trouvé des solutions par moi-même et des solutions qui me correspondaient. Moi, je suis passée par l'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé à cet âge-là. Et j'écrivais tout ce que je ne pouvais pas dire. Et ça me faisait du bien. J'avais l'impression, en tout cas, que je m'en débarrassais. Et ça m'a permis d'avancer. Et je pense que ce qui m'a vraiment poussée à m'engager sur ces sujets, c'est de réaliser que même face aux violences, il n'y a pas d'égalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir subi les mêmes formes de violence et ça peut avoir des conséquences terribles sur les personnes, tout simplement parce qu'on n'a pas accès aux solutions et qu'on n'est pas aidé. Et je trouve ça injuste. C'est-à-dire que moi, j'ai de la chance d'avoir eu de la patience, du courage ou quoi. Mais ça, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Et je pense que c'est vraiment de réaliser ça. De me dire, c'est vraiment injuste que même face aux violences, il n'y a pas d'égalité, tu vois. Donc toi, tu y es venu parce que tu avais subi ces violences et tu t'es dit, les jeunes filles, les garçons doivent trouver des aides. Aujourd'hui, il me semble, j'ai l'impression, tu vois, comme moi, je suis pas dans le sujet, qu'il y a beaucoup de choses qui existent et pourtant, ils savent pas que ça existe. Comment ça se passe ? C'est quoi la réalité de ce que tu expérimentes dans les lycées et dans les collèges ? Alors déjà, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, moi je l'ai vraiment pas intellectualisé. C'est-à-dire que je l'ai fait de façon instinctive. J'ai écrit un spectacle sur ce sujet, je suis allée sensibiliser instinctivement dans les collèges et les lycées, parce que j'aime bien le public jeune, et j'avais envie, en fait, je pensais que c'était important d'aborder ces sujets avec les jeunes. Mais je m'attendais franchement pas à découvrir tout ce que j'ai découvert là-bas. J'y suis allée vraiment sans trop savoir pourquoi. La réalité, c'est que effectivement, on a l'impression qu'on parle beaucoup des violences et effectivement, on en parle beaucoup plus qu'avant. Sauf que ça n'atteint pas les jeunes. Ils se sentent pas concernés. Généralement, quand on parle des violences, on utilise le terme violence conjugale. Violence conjugale, c'est pour les darons, quoi. C'est pas pour eux. Ça leur parle pas. Et puis, on parle de violence. Nous, on utilise généralement le terme violence dans le couple ou violence intrafamiliale. Et puis, c'est surtout, ils connaissent pas les définitions. C'est-à-dire que quand on intervient dans les établissements scolaires auprès des jeunes, on commence par la base, c'est les définitions des différentes formes de violence. Et quand on leur demande de nous donner les définitions, ils savent pas faire la différence entre le harcèlement, une agression sexuelle. Ils sont incapables de donner la définition complète du viol, mais si tu la connais pas, tu sais pas si t'en es victime. C'est pour ça qu'il y en a plein qui pensent que le viol, ça arrive qu'aux femmes ou qu'aux filles. Donc en fait, il y a une grande méconnaissance du sujet, mais quand on leur explique et qu'on met les mots et qu'on aborde ce sujet, on se rend compte qu'ils sont concernés, qu'ils ont des choses à dire,
qu'ils ont des choses à raconter parce qu'ils voient aussi ce qui se passe à la maison. Et effectivement, ils ne savent pas que des solutions existent. Et ça, c'est complètement fou parce que ça m'a ramené à ma propre histoire. C'est-à-dire que moi, quand ça m'est arrivé, c'était il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, les assos, elles existaient déjà. Les solutions, elles existaient déjà. Mais je ne les connaissais pas. Donc, ça sous-entend qu'au niveau de la communication sur le travail que font ces professionnels, et c'est franchement admirable, enfin, c'est hallucinant le taf qu'elles proposent, toutes ces assos, on peut pas leur demander d'être des pros de la com. Elles sont déjà débordées dans leurs tâches. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, elles sont débordées dans leurs tâches auprès des adultes, auprès des femmes victimes de violences, des femmes adultes. Elles ne savent pas très bien faire avec les jeunes parce que elles n'ont pas l'habitude et puis ça s'apprend. C'est particulier, un public jeune. Il faut être un peu stratégique. Et il y a des choses très très simples qui ne correspondent pas. Les horaires d'ouverture, par exemple. On sait que les jeunes, ils sont plus dispo en soirée, après 17h, sauf que généralement, elles n'accueillent plus. Un truc qui est très simple aussi, c'est le vouvoiement. Tu vouvoies un jeune, tu crées une distance incroyable. Encore plus que des adultes, en fait, qui échangent. Et donc, nous, on est dans le tutoiement, et ça change tout. Le fait de se dire qu'il faut prendre le temps de parler de tout et n'importe quoi, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben c'est un temps qu'elles n'ont pas spécialement, les assos qui accompagnent les victimes de violences. Donc on se rend compte qu'il y a un public victime de violences. Tu vois, sur la question des violences sexuelles, à 81%, les victimes de violences sexuelles les ont subies avant l'âge de 18 ans. À 51% avant l'âge de 11 ans, et à 21% avant l'âge de 6 ans. Et ça, c'est des chiffres qui sont quand même hallucinants. Ça veut quand même dire que la plupart des victimes de violences sexuelles sont des moins de 18 ans. Ou en tout cas, la première fois qu'elles ont subi ces violences, elles avaient moins de 18 ans. Mais la plupart d'entre elles, elles parlent quand elles sont adultes, en fait. Et pendant le moment où elles ont vécu les violences et le moment où elles vont en parler pour la première fois, il va se passer des années qui vont être catastrophiques. Et je pense que c'est important de tendre la perche le plus rapidement possible et puis de prendre en charge les victimes le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Comment t'expliques que les associations qui sont spécialisées là-dedans, elles n'arrivent pas à communiquer avec des jeunes? Et puis, derrière, il y a une question, évidemment, que les personnes qui écoutent vont se poser, c'est comment on parle de sexualité, de ces choses-là, à des ados ou des pré-ados? Alors, je vais rectifier un petit peu. C'est pas qu'elles ne veulent pas. Hein. Non, j'ai pas dit qu'elles veulent pas, mais elles n'y arrivent pas. Alors, c'est pas qu'elles n'y arrivent... Enfin, elles ont des difficultés. Je dis pas qu'elles n'y arrivent pas. Elles pourraient mieux le faire. Mais pour ça, il faut qu'elles soient accompagnées. En fait, on peut pas leur en vouloir. C'est-à-dire que vraiment, on travaille pas avec des jeunes comme on travaille avec des adultes. Et ça s'apprend. Donc, je pense qu'elles doivent apprendre. Et puis, il y en a certaines qui commencent à apprendre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. De deux, c'est pas leur job de communiquer, en fait. La com, c'est tout un taf qui est particulier. Donc, on peut pas leur en vouloir. Je pense que si elles avaient les moyens de mieux travailler, elles seraient peut-être plus efficaces auprès des jeunes publics. Et puis après, il y a quand même des choses sur lesquelles je pense qu'elles peuvent faire un effort pour le coup. C'est, par exemple, moi, il y a un truc sur lequel je suis critique, c'est les noms des assos. Moi, je trouve que c'est super important. Il y a des noms d'assos qui font peur. Et c'est bête, mais on peut être un peu stratégique sur le choix des noms des assos. Il y a plein de choses qu'on peut oublier, il y a plein de mots qu'on peut oublier. Comme quoi? C'est un peu chaud, là. Pas de des assos, mais plutôt des noms. Est-ce que c'est quoi? C'est dès qu'il y a SOS, dès qu'il y a... je sais par exemple que ce genre de mot fait peur. SOS, ça fait victime, en fait. Et victime, pour les jeunes, c'est une insulte. Alors, nous, on a beau leur expliquer que victime, c'est un fait. C'est pas une insulte. Mais ça, c'est un truc sur lequel on peut rien faire. Quand victime, ça fait peur. Donc, juste essayer de trouver d'autres mots ou... Enfin, voilà, de passer par d'autres chemins, quoi, tu vois. Et pour revenir sur la question que je te posais, comment... la deuxième... comment on fait pour parler, pour les parents qui écoutent, comment on fait pour parler de sexualité à des ados ou pré-ados? Alors déjà, première chose que je pense que c'est compliqué pour les parents de parler de sexualité avec leurs ados, parce que c'est gênant, en fait. C'est gênant, et les ados, il y en a plein qui ne veulent pas du tout aborder ces sujets avec les parents. Donc moi, je pense, et ça c'est vraiment ce que je pense,
Je pense que ça doit être fait par d'autres adultes. Et tu vois, par exemple, le rôle des parrains et des marraines, je kiffe ce rôle. Je trouve que c'est super important. Et c'était super important. Parce que tu vois, un parrain et une marraine, il avait un peu cette responsabilité de t'es l'adulte de confiance de mes enfants, mais et donc tu vas pouvoir tout leur dire. Je pense qu'il faut ça, en fait. Je pense que ces jeunes, on peut pas, que ça soit les jeunes ou les parents, qui parlent de sexualité aux enfants de leurs potes, en fait. Tu vois, qu'on se fasse un petit truc comme ça, qu'on s'organise comme ça. Parce que ça sera plus simple, ça permettra de prendre un peu plus de recul et puis ça permettra vraiment d'aborder ces sujets-là avec moins de gêne. Et ça sera aussi moins gênant pour les jeunes. Après, je pense que tout ce travail-là, il doit aussi être fait à l'école par d'autres intervenants que la famille, parce que c'est des... je sais pas, tu te vois, toi, tu te voyais parler... je sais pas si tu abordais ces sujets-là avec tes parents. Je crois pas. Je me souviens pas très bien, je suis trop vieux maintenant. Donc il y a ça, et puis après, il y a toutes les communautés dans lesquelles ça n'existe pas. C'est un sujet qui n'existe pas. Tu vois, moi je suis d'origine sénégalaise, ça n'existe pas. Tu vois. Donc comment tu fais quand tes parents viennent du Sénégal pour leur parler de ça? C'est un sujet, ça, c'est mort. Ouais. Donc il faut trouver des adultes de confiance. Soit on s'organise entre parents, soit on fait en sorte qu'à l'école, ça soit vraiment fait par des gens qui savent aborder ces sujets-là. Et il y a de l'éducation sexuelle à l'école? Il est censé y avoir de l'éducation sexuelle à l'école. Et on se rend compte que, tu vois, quand on parle d'excision, par exemple, dans les lycées, la plupart des meufs ne savent pas, en fait, comment est un sexe féminin. Quand elle pose la question de « Ah oui, donc quand on est excisé, comment on fait pour faire pipi ?» Ça sous-entend qu'en fait, elles savent pas que c'est pas la même chose, que c'est pas le même organe. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis c'est surtout à l'école, quand on va te parler de sexualité, on va forcément te parler de MST. C'est quand même deux choses qui sont différentes. La sexualité, c'est quand même censé être cool, quoi. Et là, on te parle de sexualité et de MST. Ça fait peur. Et on te fait flipper avec les grossesses, on te fait peur avec tout ça, et où on parle de violence. Et moi, je trouve ça terrible quand on intervient dans les lycées, d'aborder la thématique des violences et de la sexualité. Alors effectivement, à un moment donné, on est obligé d'y aller parce qu'on parle de consentement, etc. Mais ça vaudrait quand même le coup de juste parler de la sexualité, et puis après, un autre jour, un autre moment, parler des choses qui sont pas cool, quoi. Et alors moi, si je me souviens, quand j'étais au lycée, moi j'étais à la période, tu vois, sida, etc. Donc on nous apprenait surtout à mettre des préservatifs. Et en fait, des souvenirs que j'en ai en tout cas, ça nous faisait quand même pas mal ricaner. C'est-à-dire qu'en fait, t'es un peu benet en fait aussi à cet âge-là, mais on y allait quand même parce en vrai on savait pas. Mais néanmoins, ça nous faisait ricaner. Et en fait, la question que j'ai derrière, c'est comment tu fais pour aborder des sujets aussi graves, aussi complexe, dans un groupe de jeunes, qui sont de la même école en plus, donc ils vont se revoir le lendemain. Ils sont dans la même classe même. Ouais. Alors, je reviens juste sur le fait de ricaner. Ça, c'est pas très grave, parce que tu sais que généralement, quand ils ricanent, c'est de la gêne. Oui, et donc ça, il faut juste pas relever, et tu sais qu'ils sont quand même là, et tu sais qu'ils t'écoutent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur ces sujets-là, mais t'hallucinerais en fait de voir à quel point c'est simple d'aborder ces sujets. Parce que ils sont pas débiles, ces jeunes là qu'on rencontre. Ils sont pas débiles. Ils vivent dans cette société, ils savent de quoi on parle. Ils ont plein de questions. Ils voient bien tout ce qui est problématique. Les jeunes filles se sentent mal dans plein de situations, et les mecs se sentent mal dans plein de situations. Et en réalité, c'est super fluide. Et je t'assure qu'il y a une forme il y a une forme de bienveillance, mais c'est l'animateur ou l'animatrice en fait qui crée ce cadre. Et c'est à l'adulte qui est présent de faire le job, quoi. C'est-à-dire que c'est toi qui poses le cadre, t'expliques les choses, tu expliques comment ça va se passer, tu préviens qu'il y a des moments où il y a peut-être des personnes qui vont sortir, et enfin voilà, c'est à l'adulte qui mène la séance d'assurer, de faire le job. Et je vous assure que c'est hallucinant, c'est trop kiffant en plus. Parce que les discussions, elles sont très intéressantes, les questions, elles sont pertinentes, les relations, enfin tu vois, ce qui fait en fait avec ça, c'est que c'est action-réaction, quoi. Dans plein de situations. Tu vois les choses bouger.
Et ça, c'est quand même incroyable. C'est quoi le genre de questions qu'ils posent, justement? Mais tout. Enfin, alors, déjà, je vais te donner un exemple. Quand on intervient, donc, on a une expo qui s'appelle Fais pas genre, avec les définitions des violences, les chiffres, etc. Donc, généralement, les 3 premières interventions, parce qu'on leur demande, bon, est-ce qu'il y a des infos là qui vous ont un peu perturbé ou gêné? Donc c'est quoi, c'est une exposition avec des panneaux, c'est ça? Alors c'est une exposition avec 12 panneaux, avec des définitions et puis des QR codes qui amènent sur des petites vidéos courtes. Okay. Et donc, comme je disais, on est sur les chiffres, les définitions complètes, les conséquences que ça peut avoir sur la santé. Les 3 choses qui reviennent, qui sont les plus choquantes, et en même temps c'est normal, c'est quand ils découvrent le mot inceste. En plus, il est moche ce mot, tu vois. En dehors du fait que, en dehors de sa définition, le mot, je trouve qu'il y a des mots plus sympathiques comme coccinelle, tu vois. Bref. Donc l'inceste, les viols, en gros les fréquences, les chiffres des viols et l'excision. Et en fait, tu te rends compte que les 3 thématiques, ça a un lien, plus ou moins direct avec la sexualité. Et donc, ce sont ces sujets-là qui reviennent. Après, il y a, mais pourquoi les victimes de violences, elles parlent pas? Alors, on leur explique qu'elles parlent, qu'il faut juste être prêt à entendre. Et les autres questions, c'est la justice. Que fait la justice? Et nous, on est très transparent et on est très cash. Et tu vois, par exemple, on ment pas, parce que tu sais que si tu mens, tu les perds. Par exemple, nous, sur notre expo, on met pas les peines encourues. Parce qu'il y a les faits, effectivement, il y a la loi qui dit ça c'est un délit, ça c'est un crime, etc. Mais dans les faits, ça n'existe pas et ça, ils le voient bien, qu'il y a très peu de punitions. Après, il y a comment on sait que les personnes ne mentent pas? Parce qu'il y a aussi... c'est a priori que les victimes de violences mentent. Après, il y a elle l'a un peu cherché ou il le cherche un peu ou ce genre de questions qui reviennent assez régulièrement. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis qui résonnent, parce qu'il y a eu ce débat, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière ou en début d'année, enfin en septembre, la rentrée, sur les crop tops chez les jeunes filles. Donc il y a effectivement ce truc des lycéens qui disent, enfin pas des lycéens, je pense que c'est même les profs plutôt, qui disent mais attendez, vous détournez l'attention des garçons. C'est plus que les profs, c'est même notre ministre de l'Éducation nationale qui s'est exprimé sur ce sujet. Ah, c'est dingue. Donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et puis, déjà parlons de ça, et puis après on verra pour la suite. Tu veux que je te dise quoi là-dessus? Non, je suis intéressé par la manière dont toi tu le vois et la manière dont tu vois comment les enfants en parlent. Et après, il y a un autre sujet autour de l'inceste que j'aimerais bien aller creuser. Moi, ce que je trouve très grave, en fait, c'est surtout le fait qu'un ministre de l'Éducation prenne la parole sur ce point-là pour dire, effectivement, ça détourne l'attention, tu vois. Parce qu'on est sur ce mythe de toute façon, parce que ça veut dire quoi? D'une, ça veut pas seulement dire tu détournes l'attention, ça sous-entend aussi, si t'arrive quelque chose, tu l'auras un peu cherché. Et ça, pour le coup, on se bat tous les jours pour expliquer aux victimes de différentes formes de violence qu'elles n'y sont pour rien et que c'est pas une tenue qui incite aux agressions toutes Donc non, effectivement, c'est problématique, mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est la réponse. Tu vois, tu sens qu'il y a une rébellion aussi de toute cette jeunesse-là, et c'est, enfin, il y a l'ancien monde et puis il y a le nouveau monde, et ça, c'est rassurant. Et alors, pour revenir sur ce sujet de l'inceste, il y a eu pas mal de prises de parole, je trouve, en 2020-2021 sur l'inceste, ce qui n'était pas beaucoup le cas avant. Enfin, moins en tout cas, avec quelque chose que moi j'ai découvert, qui était que c'était un sujet qui était extrêmement tabou et que les gens, ça les gênait d'en parler. Mais bien sûr que c'est gênant. Pas les victimes, vraiment les gens qui entendent. Ah ouais, la famille, en fait. Mais c'est évident, enfin, c'est super. Alors, le sujet de l'inceste, c'est le plus gros tabou, mais c'est celui le plus gênant. C'est horrible. Déjà, parler des violences sexuelles, c'est horrible. Alors, si en plus de ça,
tu rajoutes les auteurs qui seraient membres de la famille, c'est terrible à entendre. Déjà comme sujet à aborder, il y a plus sympathique, tu vois. Et puis après, à réaliser, c'est horrible de s'imaginer que un membre de sa famille soit auteur de ce genre de violence. Je pense que ton cerveau, il veut pas entendre ça. Je reviens sur, effectivement, la parole sur l'inceste s'est libérée, mais par exemple, sur le MeToo inceste, c'est que des adultes qu'on parlait. C'est des personnes qui témoignent de ce qui leur est arrivé quand ils étaient jeunes. Donc il y a encore tout un travail à faire avec les enfants victimes d'inceste aujourd'hui. Et est-ce qu'ils t'en parlent ? Pardon, excuse-moi. Alors effectivement, nous, la plupart des témoignages qu'on a, c'est des témoignages d'inceste. Et ça prouve bien que quand on aborde le sujet, nous, c'est très simple, on est très cash. Quand on parle des violences sexuelles, on leur dit très clairement, on sait que vous êtes les premières victimes, on sait que vu les chiffres catastrophiques, il y en a parmi vous qui sont concernés, aussi bien des filles que des garçons. On sait que les auteurs, ce sont soit les pères, les beaux-pères, les belles-mères, tu vois, on leur dit très cash. Et t'inquiète pas, une fois que t'as dit ça, les personnes qui subissent de l'inceste, elles savent exactement à qui s'adresser pour dénoncer. Donc il y a ça, et puis après, nous on a pris aussi l'habitude de voir les comportements, de voir les réactions, de voir les postures quand on aborde tel ou tel sujet. Donc nous, déjà, ça nous permet de basculer sur un autre sujet pour permettre aux personnes de ne pas craquer. En tout cas, pas craquer devant leurs camarades, parce que c'est quand même plus sympa quand c'est discret. Donc, et puis ça nous permet aussi de tendre la perche un peu plus cash quand on est en tête à tête, quoi. Et tu m'avais raconté cette histoire de cette jeune fille, parce que quand on avait discuté ensemble, je t'avais dit, mais est-ce que ça les gêne pas de raconter des histoires aussi perso et pour le coup très intimes, c'est le moins qu'on puisse dire, devant leurs camarades de classe. Et toi, tu m'avais dit, oui, mais il y a cette histoire de cette jeune fille qui était vachement en retrait. Je sais pas si tu te souviens. Est-ce que tu peux en parler ? Alors déjà, je vais revenir sur le fait que ça les gêne ou pas. C'est que on a beau poser le cadre et leur dire vous pouvez donner des exemples, etc. Certains jeunes vomissent leurs témoignages. Mais vraiment, c'est plus fort qu'eux. Donc je pense qu'il faut même pas. Il y en a plein qui les vomissent, quoi. Et tu sens que c'est plus fort et que ça sort. Et vraiment, je tiens à parler de la bienveillance qu'il y a, parce que un truc comme ça, t'as beau t'entendre ou pas t'entendre avec ton camarade de classe, s'il te sort un témoignage, t'es en empathie avec lui. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, quand on discutait, je t'ai parlé du témoignage de la jeune fille qui était assez en retrait. Tu voyais que c'était la jeune fille qui a mauvaise réputation dans sa classe de filles d'un lycée pro, tu vois. Et elle prend la parole et tu vois que ça a été difficile pour elle parce que quand elle a essayé de parler la première fois, elle a sorti une phrase inaudible. Et donc je lui dis calme-toi, respire et tout. Et elle dit je crois que je suis une salope. Et elle dit ça devant ses camarades, tu sais, qu'ils la mettent un peu ouais, c'est ce qu'on pense. Tu vois, parce que c'est exactement ce qu'elle pensait. Et donc elle dit ouais, mais moi je crois que je suis une salope et tout, je sais pas ce qui m'arrive et tout. J'aime bien me mettre dans la merde, quoi. Je me retrouve dans des situations de merde avec des gens de merde et tout, et puis je chauffe les gars et tout. Et puis il m'arrive que des galères, mais je crois que je le cherche un peu. Et je lui dis alors vas-y, explique un petit peu. Donc on avance dans la discussion. Et à un moment donné, je lui dis excuse-moi, mais est-ce que je peux te poser une question ? Tu peux y répondre ou pas. Mais est-ce que tu as été victime de viol ? Elle fait oui, j'ai été violée. Et donc je lui dis je pense que peut-être qu'inconsciemment c'est ce qui se passe, c'est que tu te mets dans des situations de danger, mais que c'est inconscient. Et ça veut pas dire que t'es une salope. Et donc j'explique un peu le principe de la mémoire traumatique, des psychotraumas et puis des conduites dissociantes, anesthésiantes. Et juste avant, avec le reste du groupe, on avait passé du temps sur ces 3 panneaux qui expliquent que parfois, quand on a été victime d'un traumatisme, pour faire, en gros, je la fais simple, mais pour faire rebugger le cerveau et resécréter du cortisol, inconsciemment, tu te mets dans des situations de risque, de danger, et en gros, c'est pour faire répéter ton cerveau et que ça t'apaise, en fait. Et que c'est assez incontrôlé. Et ça, qu'elle le comprenne et que ses camarades comprennent
ce phénomène-là, ça a été magique. Et ce moment-là, il a été incroyable. Parce que tu t'es rendu compte que ça avait débloqué un truc, que le regard des copines, il avait changé. Et tu sais, après, quand tu prends des nouvelles de la classe, tu sais que tout a basculé dans cette classe, dans les relations, dans cette classe, et qu'il y a moins de jugement. Et c'est pour ça que c'est important d'aborder la question des violences. On n'est pas là pour parler des violences uniquement aux victimes. Il faut en parler aux victimes et aux témoins. Parce que d'une, ça évite à plein de gens de rajouter de la violence, à être moins dans le jugement. Et puis tu vois, c'est pas la première fois qu'on se rend compte qu'il y a des victimes de violences qui ont des conséquences qui sont liées aux violences qu'elles ont subies, par exemple la scarification. C'est-à-dire que nous, par exemple, on a des jeunes qui pensent que, vu qu'ils qu'ils voient vraiment le truc à l'envers, vu qu'ils se scarifient, que ça leur fait du bien, et qui savent pas, mais en tout cas, ça leur fait du bien de faire ça, bah, ils pensent qu'ils sont bizarres. Et ils pensent que, vu qu'ils sont bizarres, c'est normal qu'il leur arrive des violences. Alors que c'est pas ça. C'est tout l'inverse. Et donc, je pense que c'est important de remettre les choses à l'endroit. Et on leur dit, c'est parce que tu subis des violences que quand tu te scarifies, ça te fait du bien. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est pas de ta faute. Et donc, c'est important d'expliquer tout ça aussi bien aux victimes qu'aux témoins. Comment t'appelles ça, le phénomène ? Ce phénomène, les conduites dissociantes anesthésiantes. En gros, c'est tout ce qui fait que, en gros, quand t'as subi un choc, quand t'es face à une situation qui te dépasse, qui est incompréhensible, comme des violences, comme plein de violences, en gros, ton cerveau bug pour pouvoir passer ce moment-là. Et quand il bug, il sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol, qui t'apaise. Et c'est ce qui fait aussi que, généralement, t'es incapable de bouger, tu peux ne pas avoir de réaction, tu peux même rigoler parfois. Et puis, généralement, quand ce moment-là est passé, ben, tu regrettes, tu te dis, mais pourquoi j'ai rien dit, pourquoi j'ai rien fait? Et tu vois, généralement, quand on parle de ça, pour l'expliquer un petit peu, on parle du syndrome du lapin dans les phares. Tu vois, quand tu conduis, et t'as envie de dire, mais casse-toi le lapin, tu vois. Mais il bug, le lapin. Le lapin, il bug, ouais, c'est clair. Donc on explique ça. Et puis et puis généralement, pour que les jeunes comprennent, on leur dit, bah tu vois, des fois t'es là avec tes potes en train de rigoler, puis t'as quelqu'un qui te sort une vanne qui est pas cool. Et tu fais quoi? Ben généralement tu fais tu rigoles avec les autres. Et après tu te dis, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Si j'avais répondu ça et en temps normal j'aurais dit ça et je l'ai pas fait. Donc on donne des exemples comme ça pour qu'ils comprennent un peu mieux ce phénomène-là. Et en fait, le problème c'est que avec ce phénomène de sidération, ben ton souvenir il est pas calé au bon endroit. C'est-à-dire c'est un souvenir qui se balade et qui peut être activé par un bruit, un mouvement, une odeur. Enfin, tu vois, t'as des stimuli différents qui te font revivre à l'identique ton trauma. C'est-à-dire que si t'as eu mal, tu vas avoir mal. Si t'as eu peur, tu vas avoir peur. Et les gens qui vivent ça, ben pour que ça s'arrête, c'est comme si t'étais face à ton cauchemar, à ton pire cauchemar qui revenait tout le temps à n'importe quel moment, à n'importe quelle fréquence. Ben quand tu vis ça, ben t'as soit envie d'oublier, soit envie de t'anesthésier, en fait. Donc, tu vas être soit dans l'alcool, soit dans la drogue, soit tu vas prendre des risques sur la route, tu vas te mettre dans des situations un peu dangereuses, comme la jeune fille de laquelle on parlait tout à l'heure. Et en fait, quand tu fais ça, bah, c'est pour faire rebugger ton cerveau, en fait, pour oublier et passer à autre chose. Sauf que tu règles pas le problème. Et t'es dans ce cercle vicieux. Et j'ai une question, alors ça peut sembler un peu étrange, mais... Enfin, même très étrange, j'imagine, mais est-ce que c'est souhaitable de réveiller ou de mettre le doigt sur des traumas aussitôt dans la vie d'adolescents? Enfin, on peut même pas parler de jeunes adultes. Mais non, mais... Non, mais je te la pose exprès pour... Non, mais en fait, c'est pas... Ils ont ce trauma, de toute façon, ils le vivent. Donc c'est quoi? On attend que ce trauma il soit bien installé, tu vois, qu'il soit bien dur, bien difficile à travailler pour le bosser, ou... de toute façon, ces violences, ils les vivent déjà. Il y a rien. Enfin, tu peux pas faire pire. Donc, le but, c'est quand même de les arrêter et de faire en sorte, de les traiter le plus tôt possible. Il y a rien de. Enfin, va discuter avec un enfant de 6 ans qui est victime d'inceste. Est-ce que c'est d'en parler qui le traumatise, ou est-ce que c'est de le vivre et d'être en contact avec l'auteur de violence? Moi, je pense qu'il y a zéro sujet tabou, et c'est justement parce que c'est tabou que ça dure aussi longtemps.
et qu'un auteur, un pédocriminel, il a le temps de faire entre 50 et 60 victimes avant d'être dénoncé. Mais c'est juste... tu vois, c'est inimaginable de se dire ça. Et il y a un autre aspect positif que j'imagine, c'est que tu parlais tout à l'heure, au tout début en tout cas, des définitions, de dire ça, c'est un viol, ou ça, c'est des violences, etc. Est-ce que du coup, en étant capable de mettre des mots sur les choses, ils se rendent compte de ce qu'ils vivent au quotidien? Ça peut être une main sur les fesses comme n'importe quoi finalement. Bah bien sûr, c'est super important en fait de mettre les mots, parce que les victimes, elles savent, elles se trouvent moins bizarres, elles se disent ah, c'est pour ça que je le vis mal. Tu vois, aussi bête que ça, c'est important. Et puis c'est surtout, tu vois, quand on intervient, parfois on travaille avec des collégiens. Et c'est trop drôle, parce que quand ils découvrent le mot agression sexuelle, arrive un moment, ils disent « Ah ouais, donc c'est des agresseurs sexuels, ceux qui mettent la main au cul dans les cours ou en sport. » Et en fait, personne n'a envie d'être traité d'agresseur sexuel, surtout quand ils pensent que c'est normal de mettre la main au cul. C'est drôle. Ouais, voilà, c'est drôle, c'est normal. Et puis personne leur a dit de pas le faire. Tu vois. Est-ce que par exemple, tes parents, ils t'ont déjà dit, c'est parce que même pour les adultes, c'est tellement logique, mais est-ce que tes parents t'ont déjà dit, tu touches pas les fesses d'une fille dans le couloir? Tu vois, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais c'est pas des choses qu'on entend en fait. Non, pas vraiment. Parce que c'est tellement logique et inné dans la tête des parents que leurs gosses ne vont pas faire ça, et puis c'est tellement logique de ne pas le faire, enfin on sait ce qu'on se dit, qu'il y a des choses basiques qu'on ne dit pas. On dit aux filles de faire attention quand elles sortent. On dit pas aux mecs, aux garçons de ne pas violer. Parce que ça n'existe pas. Et c'est tout ça qui va pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les cours d'éducation civique, ça devrait servir à ça, bordel. J'ai rien contre l'apprentissage de la démocratie et du nombre de députés. Et enfin bref, mais je pense que ce qui manque, mais cruellement, et c'est ce qu'on voit, c'est juste des moments à l'école où tu parles. À quel moment ça existe, ça? Ça n'existe pas. Des moments d'échange qui sont dans ton agenda. Genre, aujourd'hui, on a discussion. Ça n'existe pas. Moi, je trouve ça aberrant. Et tu parlais tout à l'heure des parrains versus les parents. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est, le rôle des professeurs, et quand les profs le font, est-ce que tu penses qu'ils le font bien? Alors évidemment, ça dépend des personnes, j'imagine, mais c'est quoi ton expérience dans les écoles aujourd'hui? Alors, on peut pas demander aux profs de tout faire. Déjà, ils ont une sacrée mission, tu vois. Ils ont une sacrée mission. Sauf que, ils sont quand même... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand t'es jeune, t'as pas 50 000 adultes de référence et d'adultes de confiance. Donc, t'as, ton médecin, mais ton médecin, c'est le même que tes parents. Donc, t'as pas forcément envie de le voir, ou généralement, quand tu le vois avec tes parents. Puisque t'as pas ta carte vitale, tout ça. Ouais, je trouve que moi, par exemple, mon médecin, il était pédophile, donc tu vois. En l'occurrence. Tu peux dire pédocriminel, parce que tu vois, pédophile, c'est sympa. Mais il n'est rien arrivé. Mais non, mais c'est terrible. Et puis, donc ça, c'est la première chose. Donc, quand t'es jeune, en adulte de confiance, t'en as pas 50 000. Et en même temps, on sait aussi que la plupart des auteurs de violence sont des personnes qui ont de l'autorité sur toi. Et tu vois, d'ailleurs, quand on est en sensi et qu'on donne des exemples et qu'on dit, ça peut être un prof sur son élève, je sais que les profs, ils le vivent mal, mais je suis désolée, on est obligé de le dire. On n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. On n'est pas là pour vous... Enfin voilà, on vous présente pas comme tous... comme étant des auteurs de violence, mais on est obligé de le dire, que ça peut être ce genre de relation. Donc bref, pour revenir à ta question, on peut pas demander aux profs de le faire, et en même temps, on doit juste demander aux profs de savoir quoi dire et comment orienter si un de leurs élèves venait à aborder le sujet. Parce qu'ils savent pas comment faire, ils savent pas quoi faire, ils savent pas quoi dire. Et t'as des profs qui sont super à l'ouest sur ces sujets. Et donc, ça, c'est pas normal. On leur demande juste... Si tu ne sais pas quoi dire, tu dis « Ok, merci de m'avoir fait confiance, je te crois. Je t'emmène voir l'infirmière ». Rien que ça, déjà. Ça, c'est le minimum. Après, leur demander d'aborder ces sujets, non. Après, il y en a plein qui le font déjà, parce qu'il y a plein de profs engagés sur ces sujets, et il y en a plein qui le font de différentes façons. Mais c'est pas leur rôle non plus, tu vois.
Ok, je comprends. Et quand tu vas dans un collège ou un lycée, comment tu fais pour motiver? Parce que bon, les gamins, a priori, je sais pas, ces sujets-là, ils matent des pornos, sans doute. Ouais, sans doute. Sûrement même. Très clairement. Ouais. Je connais pas les pourcentages, mais voilà. Ouais. Ça arrive très tôt et voilà, et quasiment de manière systématique. 1 sur 2. Un enfant sur 2 de 11 ans a vu un porno. Oui, donc voilà. Donc, c'est assez abyssal quand tu y penses. Mais bon, en même temps, c'est logique vu l'offre et voilà. La gratuité de l'offre et l'accessibilité. Comment tu fais pour les motiver à venir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il va y avoir une classe, je sais pas, je sais même pas comment ça s'appelle. Alors, comment d'ailleurs. ça se passe? Ils n'ont pas le choix et en fait, la plupart, ils sont pris en traître. Hein. Tu vois. Non, mais voilà, c'est vrai. C'est-à-dire que généralement, quand on intervient dans un établissement, c'est alors il y en a qui sont pris en traître, il y en a qui ont même travaillé le sujet avant, donc tu vois, il peut y avoir un peu de tout, et les deux sont super intéressants, tu vois, parce que c'est quand même kiffant d'avoir aussi des gens qui ont travaillé sur le sujet, et là, ça te rassure un peu sur plein de choses, mais tu vois qu'il y a quand même des petites choses qui n'ont pas été abordées quand même, mais je sais pas, si tu te souviens pas, toi, quand t'étais au lycée, t'étais super content quand il y avait des intervenants extérieurs, peu importe ce qu'ils proposaient. Ça t'empêchait d'avoir ton cours d'histoire et de maths. Donc déjà, on a ça avec nous. Et après, comme je te disais, quand on débarque l'expo, on utilise soit l'expo, soit c'est un spectacle de slam, soit c'est un atelier d'écriture. Donc ça reste des moments qui sont quand même kiffants. C'est-à-dire que tu sors pour aller à un spectacle. Tu sais pas de quoi ça va parler. Il y en a quelques-uns qui vont dire oui, ça s'appelle mot pour mot, tu vois, ou il était une voix, peu importe. Et en fait, tu les prends un peu en traître. Et après, comme je disais, c'est à l'intervenant de bien bosser. L'intervenant ou l'intervenante. C'est surtout des intervenantes qu'on a. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, on oblige tout le monde. C'est-à-dire que on n'attend pas que les gens décident de venir ou pas. C'est toute la classe. Et quand on intervient dans un établissement, on fait tout un niveau de classe, généralement. D'accord. Donc voilà. Et puis, comme je disais, un truc qui est tout bête, quand ils arrivent et que tu leur dis « sortez vos portables, vous allez pouvoir scanner des vidéos », t'as déjà gagné 90%, tu vois. Parce que d'habitude, on leur interdit, quoi. Donc, ouais, t'arrives en leur disant l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est bête, mais c'est des petits trucs bêtes comme ça. Et puis, c'est surtout, on va discuter. Et on ressent le besoin cruel d'échanger. Ils kiffent. Vraiment, moi, quand j'y pense, je me dis, mais les moments que t'aimes à l'école, par exemple, moi, j'aimais bien la philo, parce qu'on discutait. Et t'es quand même là toute la journée avec des gens avec qui tu passes toute ta journée, avec des profs que tu vas voir toute l'année, et à aucun moment, juste on discute. C'est pas naturel, en fait. Ouais, c'est hyper descendant, l'école française. C'est pas naturel. Et donc, et nous, c'est ce qu'on propose. Donc, on propose ce temps d'échange et on est sur un sujet, comme je le dis, qui leur parle, quoi. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Et est-ce que tu as vu une évolution dans l'éducation des adolescents et des enfants? Alors, ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans que je joue mon spectacle. Et ce qui est super grave, c'est que mes chansons, mis à part les arrangements, au niveau des textes, j'ai rien changé. Et ça, c'est grave. Donc ça bouge pas. Après, ça veut aussi dire que j'ai assuré. Parce que j'ai bien... Non, mais... non, mais c'est ça que ça veut dire. Non, mais ça veut quand même dire que j'ai été juste dans les chansons, tu vois. J'aurais bien aimé avoir à faire des modifs, tu vois. Mais ça prouve que le travail de base sur la question des violences, il y a encore tout à faire, tu vois. Après, au niveau du changement, moi, je pense que c'est surtout, il y a cette prise de conscience qu'il y a un problème. Et ça, c'est rassurant. Moi, je trouve pas que ça soit pire qu'avant. J'ai pas plus de témoignages qu'avant. D'accord. J'en ai pas plus. J'ai pas plus d'horreur qu'avant. Alors, si, un petit peu, parce que tu sens, par exemple, que là où c'est catastrophique, justement, c'est sur les pratiques sexuelles. Parce que là, pour le coup, ils ont tous maté des pornos. Et tu te rends compte qu'il faut leur dire, c'est normal que ça vous... C'est pas... Enfin, ce que vous voyez là, c'est pas ce que vous êtes obligé de faire. Ouais, et tu vois que ça les rassure. D'accord. Et ça, c'est important.
Et ça, il n'y avait pas autant de questions autour de la porno, quoi. Et tu vois, c'est vraiment ce qui... C'est sûr qu'il y a 15 ans... Et surtout que ça va vraiment de plus en plus loin dans l'horreur, dans le hard. Enfin, t'as des trucs, tous les sens, quoi. C'est incroyable. Moi, j'ai découvert des trucs hallucinants. Bref, donc, il n'y a que sur ce point-là que je pourrais dire que ça s'est empiré. Mais sinon, j'ai l'impression d'avoir le même nombre de témoignages. Je trouve pas que ça soit pire. D'accord. Mais c'est pas mieux non plus. C'est pas pire. Là où c'est mieux, détrompe-toi, là où c'est mieux, c'est la posture des mecs. Ah, c'est ça, c'était la question que j'allais te poser après, justement. Ils sont moins dans la provoque, tu vois. D'accord. Donc ça veut dire que le taf, tu vois, des féministes, enfin, tu vois, ça commence à prendre. Ils sont moins dans la provoque. Ils sont moins... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Je te donne vraiment mon ressenti. Ouais, tu vois, je dis pas que... Donc, Ouais, voilà. Donc ça. Et l'autre chose qui a changé et qui est vraiment agréable pour nous, c'est qu'on rentre plus facilement dans les établissements. Et on a moins à justifier ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant, même pour les établissements, on leur disait, on vient parler du sexisme. Tu vois, genre, on les prenait en traître un peu aussi, tu vois. On vient parler des rapports filles-garçons. Et là, on arrive avec la thématique, on vient parler des violences sexistes et sexuelles. Et ça passe. Donc, ça, c'est Et ça passe partout, que ce soit des lycées, genre chrétiens Vraiment partout. D'accord. Ça passe partout. Ça passe partout avec plus ou moins des réactions. En fait, tu vois, généralement, c'est pas les élèves qui sont choqués, c'est les profs. T'as des profs qui sont pas au clair sur ces sujets. Moi, un jour, je me suis fait embrouiller par une prof pour la définition du viol. J'ai fait, mais madame, c'est pas ma définition. Donc, je m'embrouillais pas, quoi. Parce qu'elle trouvait que c'était trop cru. J'ai fait, mais à un moment donné, il faut appeler un chat, tu vois. Et donc, la définition, elle était juste explicite, tu vois. Et elle m'a embrouillée en me disant, je dis n'importe quoi. Je fais, mais madame, c'est pas moi, c'est ça la définition. Donc, tu vois que c'est plutôt les profs. Après, une fois, il y a eu pareil, je jouais le spectacle sur la matinée, j'avais 4 classes et l'après-midi, j'avais un autre groupe. Et puis, entre mon groupe du matin et le groupe de l'après-midi, t'as eu une fronde des profs qui avaient été super mal à l'aise parce que je réponds cash aux questions. Tu vois, je sais qu'ils sont choqués, par exemple, quand tu parles de fellation, t'en as qui savent pas ce que c'est. Donc, tu utilises le mot, tu dis, vous utilisez le mot sucer. C'est un fait, c'est pas moi qui l'utilise. C'est juste qu'on est en train de discuter et je veux qu'on soit compris. Mais des profs outrés, tu vois, d'utiliser ce genre de termes. Et donc, il y a eu une fronde. Et j'ai commencé mon spectacle de l'après-midi en retard parce qu'il y a des profs qui voulaient pas venir et des élèves qui voulaient pas venir parce qu'il y avait eu le retour des élèves et des profs le matin. Et donc, ils étaient pas sûrs Enfin, voilà. Il y avait même des élèves qui étaient choqués par le mot sucer? Non, pas des élèves. Mais d'autres élèves, tu vois, par exemple, des fois, tu as des réactions qui sont terribles. C'est-à-dire que quand on revient sur l'inceste. Ouais. Quand tu dis que ça peut être quand tu donnes ces exemples, ça peut être un parent et tout. Une fois, tu as un élève, mais il s'est levé, il a dit non, mais vous dites n'importe quoi, madame. Et il a pété un câble, quoi, tu vois. Et c'était vraiment difficile pour lui d'entendre ça. Et c'est horrible, et c'est vrai, et ça peut s'entendre, et c'est une réaction comme une autre, tu vois, moi je le vis pas mal. Mais pour lui, ça a été vraiment un choc d'entendre ça, et il s'est levé, et il m'a embrouillé en disant, mais vous dites n'importe quoi, madame, où est-ce que vous avez vu ça, et tout. Et donc après, tu calmes le truc, mais un jeune comme lui, il peut retourner dans son établissement en disant, ouais, non, mais ils disent des trucs comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et ça peut faire peur à d'autres élèves. Donc c'est plutôt ce genre de... Mais tu penses que cet élève-là en particulier, il avait été victime, ou en tout cas, il avait eu cette expérience, tu penses, pour réagir de cette manière-là? Tu vois, je me suis posé la question. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. De toute façon, c'est soit il sait exactement de quoi je parle, et c'est un peu bizarre de l'entendre devant tout le monde comme ça, soit c'est quelque chose qui n'existe tellement pas dans sa tête et qui est juste tellement horrible que ça l'a énervé et qu'il a réagi comme ça. Alors, et ça peut s'entendre aussi. Peut-être ses parents sont profs aussi, ça peut arriver. Ou ses parents sont profs, tu vois, j'en sais rien. C'est vachement intéressant parce que moi je me souviens d'une conversation assez récente, enfin il y a peut-être 2-3 semaines avec pas une copine mais une fille que j'avais rencontrée et qui disait que elle a compris sur le tard que sa première expérience sexuelle, en fait c'était pas du tout normal, je me souviens plus exactement du truc, mais globalement un mec l'avait foutu dans une fourgonnette et voilà quoi.
Et il l'avait un peu forcé, même très clairement forcé. Et en fait, elle, comme elle avait pas de notion, elle avait l'impression que ça paraît normal, tu vois. Elle avait considéré que c'était sa première... Bon, c'était pas terrible, du coup, par définition, mais c'était sa première relation sexuelle. Et en fait, elle a compris que bien plus tard Bien qu'en sûr. fait, c'était un viol. Ouais, mais c'est terrible, mais il y a tellement de situations comme celle-là. Tu vois, par exemple, nous, on a une jeune fille qui pensait que, vu que le viol qu'elle avait subi n'avait pas eu lieu dans la rue par un inconnu la nuit, que c'était pas un viol. Parce que c'était ça, sa représentation du viol. Et pareil, tu vois, j'ai eu une jeune fille un jour, parce que je fais aussi des ateliers avec des enfants qui sont co-victimes, qui vivent dans des familles dans lesquelles il y a eu des violences dans le couple. Et cette jeune fille-là, donc on faisait un atelier d'écriture, et je lui demande comment elle a pris conscience que la situation n'était pas normale. Et donc elle avait 12 ans quand elle s'en est rendue compte. Et elle s'en est rendue compte parce qu'elle est allée passer une nuit chez sa copine, et elle a vu que c'était pas comme ça que ça se passait. Et donc je lui ai dit, mais avant que tu passes cette nuit chez ta copine, tu pensais que c'était logique et normal? Elle fait bah oui. Et puis moi, ce que je voyais à la télé, parce que non, je voyais bien qu'à la télé ça se passait pas comme ça, mais pour moi la télé c'est la fiction en fait. Et donc tu vois, tu te dis à 12 ans, tu te dis t'es pas, enfin voilà, que tu commences à avoir un peu de maturité. Et en fait, il y a des choses très simples comme ça qui permettent de réaliser que tu vis dans une situation qui est pas normale, tu vois. Je veux juste revenir sur un truc que t'as dit tout à l'heure, mais qui est pas passé, qui est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. T'as dit ton médecin de famille était pédocriminel. Ouais. Alors je sais que c'est pas moi qui suis censée poser les questions, Non, vas-y. Mais comment t'as su ça, et c'est quoi cette histoire? En fait, l'histoire, c'est que il faisait des... à l'époque, il y avait très peu d'ordinateurs. Enfin bon, c'était il y a longtemps. Donc, et il organisait des classes chez lui avec plein de gamins où il faisait où il nous permettait de jouer en fait sur des ordinateurs. Et voilà. Et en fait, il a été arrêté pour ça. Enfin, pas pour le fait d'avoir ça, mais en fait, il faisait beaucoup d'attouchements. Ouais, en fait, il faisait poser les enfants sur ses genoux. Je me souviens pas parce que j'étais trop jeune, si tu veux. Moi, j'avais à peine 10 ans. Mais en tout cas, il a été arrêté. Il a évidemment été rayé pas du barreau, mais il a été rayé de l'ordre des médecins. Et moi, je me souviens de l'histoire, si tu veux. C'est tout ce dont je me souviens, parce que je sais pas précisément ce qui s'était passé, s'ils avaient trouvé des revues, enfin, tu vois. Il y avait sans doute eu de mémoire, il y avait quand même eu des plaintes d'enfants, tu vois, qui avaient raconté à leurs parents ce qui se passait. Et voilà comment ça s'est passé. Ok. Donc, non, oui, parce que pourquoi je te relance là-dessus, c'est parce qu'effectivement, tu vois, c'est horrible de se dire que, en fait, des agresseurs, il y en a partout, dans tous les milieux, dans tous les domaines, et il y a vraiment, tu vois, des gens qui sont au-dessus de tout soupçon, pardon. Et je profite en fait pour dire que effectivement, on sait que dans l'animation, faut pas être débile. Quand t'es auteur de violence ou quand t'es pédocriminel, tu vas là où il y a des enfants. Et là où il y a des enfants, c'est à l'école et c'est dans les centres de loisirs, par exemple. Donc, du coup, c'est hyper flippant pour les parents, du coup. Ouais, où est-ce que je mets mes enfants? Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est très bien que ça soit flippant pour les parents parce que ça leur demande d'être un minimum vigilant, quoi. Les parents sont aussi là pour protéger les enfants. Et de faire comme si ça n'existait pas, c'est ça le problème. Alors, effectivement, il y a des choses qui sont très simples à dire à nos enfants. Et là, pour le coup, c'est vraiment aux parents de le faire. De dire que personne n'a le droit de toucher ton sexe. Personne n'a le droit de lui demander de montrer ton sexe. Personne n'a le droit de te faire toucher son sexe. Enfin, tu vois. Et ça, c'est des choses simples à dire. Et puis leur dire, tu sais, si jamais quelqu'un te dit qu'il y a un secret ou quoi, t'as le droit de pas me le dire, mais il faut juste que tu choisisses la personne à qui tu le dis. Et ça, c'est des choses super importantes et ça devrait être obligatoire en fait. Les parents, tous les parents devraient dire ça à leurs enfants. Et j'espère bien que ça va un peu les faire flipper. Mais tranquille. Non, ça peut même juste commencer. Moi, je me souviens de ce médecin, il y avait vraiment, tu vois, il te caressait les cuisses, c'était rien de... Mais n'empêche que ça existait, quoi. Mais bien sûr. Moi, je m'en souviens de ça, pour le coup. Donc, tu vois, ça, c'est interdit. Ouais, bien sûr. Et tu vois, si tu le dis pas, c'est juste... Et en plus, ce qui est terrible, c'est que qu'on te le dise pas, c'est une chose, mais quand tu le vis, tu sens bien que ton corps, il te le dit que c'est pas normal.
T'es gêné, t'es pas bien, tu te sens mal à l'aise. Ah bah ça aussi, c'est super important de faire confiance à ses ressentis. C'est-à-dire que même s'il y a plein de choses qu'on ne vous a pas dites, des fois votre corps il vous dit ça c'est relou, ça c'est chiant, ça c'est désagréable. Et c'est aussi des signaux qu'il faut savoir entendre. Et voilà. On n'est pas là pour se voiler la face, quoi. Non, mais c'est vachement important ce que tu dis Enfin, il me semble en tout cas que de sensibiliser les enfants sur ce qui est normal, pas normal, et éventuellement. Tu vois ce que tu disais aussi de dire une main aux fesses, en fait, en l'occurrence c'est pas normal. C'est ça. Donc, mais ce qui me rassure quelque part dans ce que tu disais aussi, c'est que le comportement des garçons a changé. Donc ça veut dire que l'éducation quand même bouge d'une certaine manière. Mais ça marche quand je te dis que des fois, à leur réaction, à leur tête, on voit qu'ils sont en train de penser à toutes les merdes qu'ils ont fait. Mais vraiment. Et on n'est pas dans le jugement en fait. On n'est pas. Alors déjà, on n'est ni juge, ni prof. Enfin bref, on n'est pas dans le jugement. Et moi, je suis trop contente en fait quand je les vois faire. Tu sais, tu les vois en train de dire ah ouais, peut-être que là, ouais, ok, peut-être que j'aurais pas dû. Et c'est super intéressant et c'est super important. On n'est pas là pour juger, on est là pour rappeler des choses, pour dire des choses et prendre en compte le fait que c'est pas de ta faute si on te l'a jamais dit. Et vous le sensibilisez aussi sur les agressions verbales parce que, je pense du coup, tu vois, à tous ces gamins, c'est pas que des gamins d'ailleurs, qui vont te dire, tu vois, les vieux trucs dans la rue, je sais pas précisément, mais genre, madame, salope, je sais pas quoi, peu importe. Alors déjà, on leur parle justement des violences, on leur donne la définition des violences verbales. Parce que tu vois, un truc est tout bête, c'est que dans la tête de tout le monde, violence verbale, c'est forcément des insultes. Alors que non. Tu vois, tu peux être très désagréable sans forcément dire des insultes et sans forcément hausser la voix et sans forcément gueuler sur les gens. Donc ça, on leur rappelle ça. Et puis on leur rappelle aussi que les silences, ce sont des violences verbales. C'est-à-dire que on est des êtres sociaux. Et si quelqu'un, de façon consciente, t'ignore, tes parents, ils t'ont déjà fait la gueule? Non, pas vraiment. Non. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des souvenirs de conneries que j'ai faites et j'étais pressée que mes parents m'embrouillent parce que je trouvais horrible qu'ils me fassent la gueule. Mais vraiment, j'étais pressée, tu vois. Allez, vas-y, punis-moi, embrouille-moi, mais dis quelque chose. Et en fait, les violences verbales, généralement, elles ont un lien très direct avec les violences psychologiques, tu vois. C'est important d'expliquer ce que c'est. C'est pas forcément hausser le ton. C'est il y a plein de façons d'être désagréable et effectivement les insultes. En plus, on aime trop parler des insultes avec les jeunes parce que déjà on leur dit bon, alors c'est quoi vos insultes? C'est quoi les nouvelles insultes, tu vois? et en fait, on leur dit allez-y, là. Les insultes, ok? Vous vous rendez compte à quel point elles sont sexistes, ces insultes? Parce que tu vois, alors ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Et donc, pareil, quand on leur dit, mais tu te rends compte que quand il y a plein de mots qu'on utilise qui sont super sexistes, comme, tu dis ta daronne, tu sais ce que c'est une daronne? Et donc, quand on leur explique, c'est la mère maquerelle. Une daronne, en fait. C'est la définition. Je n'étais même pas au courant, tu vois. Et donc, J'étais même pas au courant, tu vois. Et donc, quand on leur dit, tu vois, quand tu parles de ta daronne, en fait, t'es en train de dire que ta daronne, c'est la reine des putes. Et quand on leur dit ça, ils me disent, arrête. Je fais, mais c'est super important, tu vois. Et donc, alors oui, les mots changent, les significations changent, mais il y a quand même une origine sexiste. Quand on leur explique ce que c'est un con, quand on leur dit, tu vois. Et donc, pour revenir à ta question, parce que je suis partie dans un tunnel. Non, t'inquiète. On parle des violences verbales, on parle des violences matérielles, on parle des violences psychologiques, on parle des violences physiques, on parle, vraiment des violences sexuelles, on parle vraiment de tous les types de violences. Et ce serait quoi ton souhait finalement? Qu'est-ce que tu penses qui serait, si demain tu avais une sorte de baguette magique, c'est quoi le truc le plus important, une action que tu ferais? Vraiment, je t'assure que si j'avais une action, parce que je pense que c'est vraiment la cause de plein de problèmes, je suis désolée, je suis en boucle, mais je suis constante, c'est que je rajouterais dans les agendas, à partir de la maternelle, des temps d'échange et de discussion qui sont obligatoires. Tu vois, un truc qui est tout con, mais c'est que moi, alors j'ai quel âge? J'ai 37 ans. Ouais, j'ai 37 ans, tu vois. Et quand j'étais jeune, à aucun moment, le jour de la rentrée, on s'est présenté. C'est tout con. Mais
déjà, raconte, qui tu es, tu vois. C'est quoi ta vie, que font tes parents, est-ce que tu as des frères et sœurs, est-ce que ça se passe bien, enfin, tu vois, un truc. Mais déjà, faire connaissance. Juste faire connaissance avec toutes les personnes avec qui tu vas traîner toute l'année. Et tu vas même traîner avec eux dans le futur, et tu vas même les croiser dans la cour. Je pense qu'il y a plein de situations, par exemple, de violence scolaire, de harcèlement scolaire, ou même des situations qui pourraient être repérées par les profs, parce que dans ces discussions, il y aurait des phrases un peu qui permettraient d'alerter les adultes présents. Donc, si j'avais une baguette, tu vois, je te dis même pas j'arrêterai les violences, parce que c'est débile. Enfin, je dis pas que c'est débile, mais j'y crois pas. C'est pas comme ça que ça marche. Mais je rajouterais ça parce que je pense que ça changerait la vie de plein de gens. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ah là là, ouais, c'est vrai. Donc je dois ouvrir la porte à quelque chose. Tu fais comme tu veux, tu peux ouvrir ou claquer. C'est soit j'ouvre, soit je claque. Ou tu peux faire les deux. Je vais claquer la porte à toutes les personnes. Je vais claquer la porte à toutes les personnes qui ne font pas le taf sur ces sujets-là, quoi. Donc, tu vois, je les laisse derrière la porte. Et comme ça, je reste avec que des personnes qui sont chauds pour aborder ces sujets, parce que ce sont des sujets passionnants, vois-tu. Essentiel, en fait. Ouais, essentiel. Et il y a tellement à faire que c'est passionnant aussi. Et c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais je le dis. Je kiffe mon taf, quoi. Et je me dis, mais j'ai trop de chance. C'est bizarre, hein. Non. Mais tant mieux si c'est pas bizarre. Alors, j'ai pas à me justifier, alors. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Cool. Merci beaucoup, Diata. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.